Le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État, SIGFAE, est un outil informatique conçu et développé dans le cadre de la réforme administrative engagée par le ministre Nyamia Kona. Sa mise en œuvre est-elle salutaire pour les usagers de la fonction publique? La réponse dans cette vidéo signée Léon Brou. Facile désormais la tâche du directeur des ressources humaines. Il peut procéder à la mutation des travailleurs sans contact préalable avec eux. Il peut même les noter depuis son bureau grâce au SIGFAE, système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État. Deux particularités. Première particularité, c'est d'abord son caractère Internet. Donc, accessible là où il y a une connexion Internet, je peux accéder au système intégré de gestion des fonctionnaires de l'État. Deuxième particularité, la notation. Jusque-là, les agents sont obligés de se rendre à l'imprimerie nationale pour se procurer les formulaires de notation. Aujourd'hui, à partir de ce système, sur Internet, l'agent peut être noté. Pour l'instant, j'ai noté 992 agents, ce qui fait un rendement de 78% en moins de 3 semaines. En moins de 3 semaines de tournées que j'ai effectuées dans les services, sur un effectif de 1253 agents. Le SIGFAE a vocation de relier les autres départements ministériels au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, son concepteur. Objectif, permettre la délivrance des actes administratifs aux fonctionnaires tout en leur évitant le déplacement, réduire le délai ou le temps de traitement des dossiers. Il permet également de sécuriser les données et de contrôler les effectifs depuis même les concours d'entrée à la fonction publique. Le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État, donc un outil de modernisation de l'administration et de gestion des carrières. Mais que vaut-il dans une Côte d'Ivoire en quête de la couverture de son territoire par Internet? Notre confrère Landry Pono va s'entretenir avec vous sur la question de la réforme. Entre autres sujets à évoquer la gestion de la carrière des fonctionnaires, la communication avec les usagers, la modernisation et l'informatisation de l'administration publique. Bonsoir Landry. Bonsoir Victor. Le ministre est à vous. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors nous allons rebondir sur le reportage qui vient de passer. À la fin du reportage, notre confrère se demandait bien à quoi peut bien servir le système SIGFAE, le système intégré de gestion, dans un pays qui est encore en quête d'éthique. En quête d'éthique? Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore développé en matière de technologie de l'information et de la communication. Ben, si. Il y a des localités où on peut accéder à Internet. Et comme je l'ai dit, on va faire avec ce qu'il y a. C'est-à-dire les localités où il n'y a pas Internet, le responsable du service de cette localité devra se rendre à la localité la plus proche où il y a Internet, juste à ce que la Côte d'Ivoire soit suffisamment couverte par Internet. D'accord. Alors, ce responsable, est-ce qu'il sera accompagné pour pouvoir faire tous ces déplacements et tout ça? Est-ce qu'il sera accompagné? Accompagné, oui. Oui, en général, ils se rendent, ces responsables. Le cas d'école, c'est l'éducation nationale, j'allais dire. Bon, c'est là que nous avons le plus de problèmes, parce que les écoles primaires sont dans les villages, quelquefois même dans moins que des villages. Et donc, le directeur de cet établissement a effectivement des difficultés pour noter ses agents, parce que le SIGFAE a prévu aussi enregistrer les retards et les absences. Il va les faire à la main dans un cahier, et à l'occasion où il se rendra dans le chef-lieu de la sous-préfecture ou de préfecture où il y a Internet, il va enregistrer tout ça sans problème. D'accord. Et c'est lui-même qui va rentrer ces données? Il va rentrer ces données, parce que pour rentrer dans le SIGFAE, il vous faut une habilitation, il vous faut un mot de passe. Il faut un mot de passe. D'accord. Et vous pensez que tous les fonctionnaires aujourd'hui maîtrisent l'outil informatique pour pouvoir faire tout ça? En tout cas, les premiers qui doivent utiliser ce système, ce sont les directeurs des ressources humaines. Les directeurs des ressources humaines sont formés. On les forme en groupe, on les forme individuellement. Quand ils ont encore des difficultés, on leur envoie des agents de la direction informatique, de la fonction publique, ils vont les former. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, le SIGFAE, vous y portez beaucoup d'espoir. Alors, le SIGFAE, qu'est-ce qu'il doit apporter? Ma question demande 3 réponses. Qu'est-ce qu'il apporte aux fonctionnaires? Qu'est-ce qu'il apporte aux usagers? Et qu'est-ce qu'il apporte à l'État? Bon. Alors, le SIGFAE
c'est le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État. Alors, le SIG-FAE prend en compte le fonctionnaire depuis son acte de candidature à un concours de la fonction publique. Nous avons organisé notre dernier concours. Les épreuves étaient assistées par ordinateur. On faisait acte de candidature via le net. Il y avait une étude de dossier faite par les critères donc, sur le plan informatique. Vous étiez sélectionné, vous venez composer automatiquement après votre concours, vous avez vos notes et votre classement. Et donc, depuis le concours jusqu'à la retraite, en passant par l'affectation dans un service, l'attestation de prise de service, qui génère maintenant le numéro matricule, votre arrêté de nomination et votre inscription dans le fichier de la solde. Toute votre carrière, si vous faites des enfants, si vous passez un concours, vous devez être reclassé, vous avez la promotion, vous avez une disponibilité. Tous les actes sont effectués à travers le système. Ce qui rend donc le service un peu plus sûr. On parlait tout à l'heure de fraude. Et toutes ces fraudes-là, c'est sur des manipulations manuelles. C'est-à-dire que les gens falsifient les signatures. Ils scannent les documents, ils mettent leur nom, et puis le tour est joué, ils envoient à la sorte. Maintenant, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que c'est le système lui-même qui génère le fichier de la solde. Vous rentrez à la fonction publique via le concours organisé à travers le système, vous êtes admis, les affectations sont faites, les mises à disposition des ministères sont faites dans le système, le DRH vous affecte dans les services. Quand votre chef de service dit celui-là il est arrivé, seulement après ça que vous avez votre numéro matricule et vous êtes inscrit dans le fichier de la solde. Pas avant. Donc, au finish, l'État gagne parce qu'on va avoir un fichier de plus en plus sûr. Les fonctionnaires, grâce au SIG-FAE et sa version Internet, ont la possibilité de consulter tous les actes qui les concernent sans être obligés de se déplacer. Nous faisons beaucoup d'économies sur le plan papier, ce n'est pas rien. On lutte contre la déforestation. Donc, il y a de moins en moins de papier à utiliser. Il y a de moins en moins parce que l'État paye ses fonctionnaires pour qu'ils ne travaillent pas, pour qu'ils viennent à Abidjan pour suivre leur dossier. Donc, depuis le lieu où ils ont Internet, ils peuvent voir s'il y a un acte qui les concerne, qui a été pris. Ils rentrent dans le système, ils ont une adresse, ils rentrent, ils se signalent et ils ont tous les actes. Donc, tout le monde y gagne. Le fonctionnaire gagne, l'État gagne. Enfin, la population gagne parce que les fonctionnaires... La population gagne parce que les fonctionnaires sont à leur poste quand ils ont besoin de... La population gagne parce que l'enseignant de Botro, pour citer cette localité que je connais bien, l'enseignant de Botro n'est pas obligé de venir à Abidjan pour voir s'il y a un acte de promotion qui le concerne qui a été pris depuis Botro et il peut savoir si l'acte est pris. Donc la population gagne d'avoir son maître, son instituteur sur place au lieu qu'il se déplace. Alors, le SIG-FAE, il est rentré en vigueur depuis combien de temps? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan depuis qu'il est rentré en vigueur? Non, le SIG-FAE est en train d'être mis progressivement en exploitation. Voilà. Mais déjà, je peux vous dire que c'est le SIG-FAE qui produit maintenant le fichier de la solde. Ça, c'est énorme. Toutes les fraudes dont on a parlé, c'est du fait qu'il n'y a pas un fichier produit par un système. Donc, les gens, ils prennent les documents, ils vont les scanner au plateau, ils y mettent des signatures, ils s'introduisent dans le système. Maintenant, ce n'est plus possible. Donc, ça, c'est déjà garanti. Les autres actes, on va les faire au fur et à mesure. Comme vous avez dit, au fur et à mesure, Internet sera de plus en plus disponible en Côte d'Ivoire. Le SIG-FAE sera opérationnel. Mais les programmes marchent déjà. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, une autre des réformes que vous avez engagées quand vous êtes arrivé, c'est le changement des horaires à la fonction publique et surtout le respect des horaires là. Aujourd'hui, où on en est? Est-ce que les fonctionnaires de Côte d'Ivoire respectent les horaires qui leur sont fixés? Je commence à me poser cette question parce que je remarque maintenant que jusqu'à 9h, il y a des embouteillages. Bon, au début, les embouteillages finissaient plus tôt que ça.
Maintenant, je remarque que les embouteillages reviennent. Il va falloir redoubler de vigilance. Donc, vous n'allez pas changer de méthode, vous allez redoubler de vigilance. Est-ce que les gens ils font exprès? Il faut tomber dans les embouteillages, ils n'ont pas trop le choix. Pourquoi? Peut-être que la Soutra n'a pas accompagné, c'est des fonctionnaires, ou bien qu'ils se réveillent tôt, c'est ça? Ah, moi, vous avez dit tout à l'heure dans votre reportage que le ministre était à son travail à 7h22. Oui. Donc, il suffit de se lever plus tôt. D'accord. Puisqu'il rentre plus tôt. Il rentre plus tôt, maintenant ils peuvent arrêter à 16h30. Ce n'est pas rien. D'avoir la possibilité de rentrer à la maison pour voir ses enfants grandir. Ils vous disent que ou aller suivre une formation complémentaire. C'est ici, le même problème se pose pour le retour. Mais personne n'a dit que c'est facile. Travailler n'a jamais été facile. Alors, mais non, mais il n'est pas question de réduire les heures. Mais vous participer à la construction de son pays, ça n'a jamais été facile. Vous dites 7h30 à 16h, est-ce qu'on ne peut pas aller peut-être à 8h et puis descendre à 17h, pourquoi pas? Ça aussi, c'est possible, sans réduire le volume horaire. Oui, nous, on a préféré 16h. Vous parlez d'embouteillage tout à l'heure. On a préféré, pas le fait des fonctionnaires. On a préféré 16h30. Oui. Pour permettre, 7h30. Pour permettre, entre autres, aux parents de rentrer au plus tard à 18h. Si vous allez à 18h comme vous souhaitez, les parents vont arriver à la maison à 20h au moment où les enfants sont en train de dormir, quelquefois. Le temps d'arriver, les enfants dorment. Le week-end, on se connaît. Vous êtes à la levée de corps et souvent, vous n'avez pas vu vos enfants grandir et vous êtes étonné qu'on vous rapporte « Ah, votre enfant a fait ça ». Mais c'est nécessaire que les parents participent à la formation, à l'encadrement, à l'éducation de leurs enfants. Nous avons fait ça pour ça. Et nous voulons moderniser la fonction publique. Il nous faut des fonctionnaires d'un certain niveau. Nous avons un programme de renforcement des capacités que nous allons mettre en place. Mais si les fonctionnaires descendent à 18h, à quel moment ils vont aller à l'ENA ou à la faculté pour renforcer leurs capacités? Donc nous avons fait tout ça, pas pour sanctionner, pas pour brimer les fonctionnaires, mais pour leur rendre service et pour rendre service à l'État. Je pense qu'il y a beaucoup. On a fait un sondage et on s'est rendu compte que 80% au moins des fonctionnaires étaient satisfaits des nouveaux horaires. Mais est-ce qu'ils le respectent? Mais s'ils en sont satisfaits, il faut qu'ils le respectent. Il ne faut pas descendre à 16h30 et venir au travail à 9h. Ça ne va pas. Donc il faut qu'on contrôle. Si on se rend compte, à l'arrivée, si on se rend compte que c'est quelque chose de domaine impossible, je pense que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de travaux à Abidjan. Ça provoque beaucoup d'embouteillages aussi. Donc il faut comprendre que les fonctionnaires puissent avoir des difficultés à cause des travaux et tout ça. Mais bon, on ne va pas revenir sur cette mesure à cause de quelque chose qui est vraiment des travaux qui sont ponctuels. Mais monsieur le ministre, vous-même vous dites qu'en ce moment il y a des travaux et tout. Est-ce qu'exceptionnellement on ne peut pas changer quelque chose juste pour cette période-là? Ou essayer même d'accompagner les fonctionnaires pour leur permettre de pouvoir se déplacer facilement? Oui, mais c'est une mesure générale et les difficultés d'application que vous évoquez en ce moment sont prises en compte au niveau de chaque service, au niveau de chaque chef de service. Hein? Si vous venez, vous dites à votre chef de service que la route était complètement inondée, qu'on ne pouvait pas passer, il appréciera. Hein? On fera ça au cas par cas. On ne va pas revenir sur une telle mesure. Alors, à chaque fois qu'il pleut ou bien à chaque fois qu'il y a des travaux. Non, en termes de réforme, vous aviez annoncé que les concours pour entrer dans l'administration étaient gratuits. Pourtant, il y a des concours organisés dans certains ministères qui sont payants. Que dit l'exécutif? Bon, je ne sais pas. Mais vous êtes un homme seul. Non, je ne sais pas de quel concours vous parlez. Mais il y a des ministères qui organisent des concours Non, ouais, parce que après je vais vous demander... Ou bien ce n'est pas les concours, vous allez me demander de vous apporter des preuves. Voilà, et vous serez incapable de m'apporter. Non, je ne vous apporterai pas de preuves. Oui, voilà, mais ça c'est courant. Alors, il y a deux façons de rentrer à la fonction publique. Oui, allez-y. Concours, soit vous rentrez par la voie d'un concours organisé par le ministère de la fonction publique, oui, soit par un décret présidentiel. Est-il nécessaire d'ajouter un décret est toujours présidentiel? Donc, en général, on rentre à la fonction publique par la voie d'un concours organisé par le ministère de la fonction publique. C'est tout. Donc, ceux qui n'en prennent pas ces deux voies font du faux. Ils font du faux. Ils sont dans l'illégalité.
Et donc, moi, je ne veux pas parler de ces concours-là. Donc, ces concours-là, ce n'est pas nous qui les organisons. Parce qu'effectivement, à cause du manque d'emploi, du chômage, il y a toujours des gens qui vont raconter aux autres, naïfs, donnez-moi tel montant, moi je vais vous produire des papiers, je vais vous organiser, vous serez à la fonction publique. C'est possible. Mais les contrôles que nous faisons et les contrôles que nous sommes en train de faire, personne n'y échappera. Ces contrôles vont vous permettre de sortir ces gens-là, c'est ça? Mais définitivement. Ça, c'est pour le stock. Mais oui. Désormais, selon la procédure que je viens de vous décrire, où votre entrée vous est prise en compte depuis l'acte de candidature jusqu'à la retraite par le SIGFAE, ce n'est pas possible. Mais ce dont nous parlons, c'est le stock. Ça y est, des choses qui sont déjà passées, voire papier. Et ce sont ces papiers que nous avons réussi maintenant à rassembler depuis 2010 jusqu'à ce jour. Nous allons donc voir tous ceux qui ont été admis. On va publier la liste. Si vous n'êtes pas dessus, vous viendrez nous expliquer selon quel papier vous êtes rentré. Personne n'y échappera. Donc, ce n'est pas la peine de vous faire de soucis. Les gens racontent toujours, oui, il y a des concours qui sont organisés. En tout cas, ce n'est pas pour être fonctionnaire. Ce n'est pas pour être fonctionnaire. Si des concours payants sont organisés, dites, ce n'est pas pour entrer à la fonction publique. D'accord. Monsieur le ministre, ce que vous abordez, ça me permet de vous demander quels sont vos liens avec la population. Comment est-ce que vous communiquez avec la population, justement pour éviter ce genre de situation? Comment on communique avec la population? Alors, nous, quand on organise un concours, on communique par voie de presse normale. Et aujourd'hui, notre moyen le plus fondamental ou bien le plus important pour communiquer, c'est notre site. Si vous voulez savoir ce qui se passe à la fonction publique, allez sur le site, vous avez toutes les informations. D'accord. Alors, monsieur le ministre, on parlait aussi des recrutements. Donc, en ce moment, tout est arrêté. Il n'y a aucun recrutement qui se fait pour la fonction publique. Il faut que ce soit clair. C'est bien ça? Il n'y a aucun recrutement qui se fait pour la fonction publique. Et je sais qu'on a encore besoin d'enseignants. Et notre position est qu'on doit terminer l'identification qui est en cours pour voir si les 145 000 ou les 156 000, puisqu'il y en a même jusqu'à 156 000, si les 156 000 ont réellement un poste de travail. Lorsque nous aurons terminé cette identification, on verra s'il y a la nécessité de recruter même des enseignants. Parce que comme je dis, si parmi ces fonctionnaires qui n'ont pas de poste, certains ont l'âge requis pour enseigner, nous allons les envoyer à Madame la ministre de l'Éducation nationale pour les former, pour en faire des enseignants. D'ailleurs, ils vont gagner, je crois qu'ils auront un salaire plus intéressant en allant enseigner, donc il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, la position officielle du ministère, c'est d'arrêter les recrutements. On ne le fait pas par plaisir, parce qu'il est question de relancer notre économie, de retrouver une croissance à 2 chiffres. Ce n'est pas en utilisant toutes nos recettes fiscales, toutes nos ressources pour payer des salaires qu'on va y arriver. Donc, on ne recrute plus jusqu'à ce que nous soyons au niveau de la norme que vous indiquez, qui est communautaire, qui est quand même... 35%. Voilà, de 35%. Aujourd'hui, on est à 45%. Si on arrive à 38%, ce serait déjà ça. D'accord. Alors, monsieur le ministre, donc en attendant que tout ça se soit clair, que devient l'ENA? Que devient l'ENA? L'ENA est là. Nous allons organiser... c'est quoi votre nouvelle vision de cette école? De cette école, eh bien, moi je pense qu'il fut un temps où il n'y avait pas suffisamment de fonctionnaires. Moi je me rappelle qu'à notre époque, là, avec la licence, on entrait à l'ENA sans concours. Parce qu'on a, et d'ailleurs, je me rappelle qu'un jour, on a un professeur de macroéconomie, M. Baka, pour ne pas le citer, est venu pour nous demander, on était en licence, demander pratiquement pardon pour qu'on aille à l'ENA, parce qu'on avait besoin de cadres dans l'administration publique. Cette époque est révolue. Aujourd'hui, on en a beaucoup, en tout cas sur le plan quantitatif. Ce que nous allons rechercher, c'est la qualité. C'est les meilleurs qui vont rentrer à l'ENA. C'est les meilleurs qui vont recevoir la meilleure formation à l'ENA. Moi, je voudrais que notre école d'administration, notre école nationale d'administration ait le même prestige que l'ENA de France. Quand on dit un énarque,
On l'indique même du doigt, on dit « Ah, c'est un énarque ». Mais cette école avait quand même ce prestige il y a Cette quelques école, temps. oui, avec ce prestige. Avec quand même ce prestige. Vous avez dit il y a quelque temps, Bon, voilà. nous allons redorer donc les blasons de l'ENA. Alors vous allez peut-être permettre aussi à ceux qui peut-être ont quelques limites de renforcer leurs capacités à partir de cette école, c'est possible? Non, là maintenant, la la politique maintenant, c'est de recruter en fonction des besoins de l'administration. Alors, il n'y a pas très longtemps, on recrutait des jeunes sortis de l'université pour en faire des administrateurs des services financiers. Vous avez dit administrateur des services financiers, mais on prenait qui pour devenir administrateur des services financiers? Pas des financiers. Pas des financiers. On prenait des sociologues, des gens qui ont fait histoire géo, des criminologues, pour en faire des administrateurs des services financiers en une année de formation. Nous, on ne veut pas ça. Si on veut des administrateurs des services financiers, on va recruter des financiers. Et certainement les meilleurs parmi les financiers. Parce qu'on estime qu'en une année, on donne un complément. On peut enseigner le fonctionnement de l'administration à ses étudiants, mais on ne peut pas en faire véritablement des financiers. C'est pour ça que nous disons, désormais, c'est la qualité. C'est en fonction des besoins qu'on recrute. Alors, monsieur le ministre, rapidement, il y a M. Yoboué Pascal qui dit ceci: vos réformes ont permis de booster le rendement des fonctionnaires, mais tout est devenu cher sur le marché et certains fonctionnaires emploient le temps de travail à d'autres activités lucratives pour leur survie. Quelles réformes entendez-vous engager pour que les fonctionnaires soient payés décemment afin qu'ils se consacrent à leur mission première? Bon, il y a vraiment tout dans cette question. Hein. Moi, j'aimerais bien que les fonctionnaires aient du temps pour faire chacun un petit verger où ils iront chercher la tomate, la salade, la carotte. J'aimerais bien que les fonctionnaires aient ce temps. Moi, enfin, je serais l'homme le plus heureux si les fonctionnaires pouvaient compléter donc, leur pouvoir d'achat en se livrant à ce genre d'activité. Alors, il y a une idée qui est répandue que je crois que cette idée-là, elle est fausse. Que les fonctionnaires ivoiriens sont mal payés. Je prends... quel est le niveau de... Voilà, donnez-nous ça. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques idées. Vous prenez un administrateur des services financiers, finance générale. Il commence à 200 000 et il finit à 522 000. Pour ne pas être long, hein, je vais prendre... Vous prenez un ingénieur informaticien. Il commence à 347 000 et il finit à 823 000. Vous prenez un instituteur, B3, il commence à 307 000 et il finit à 499 000. Oui, mais monsieur le ministre, la question n'est pas là. Bon. Les gens vous disent, oui. Et c'est la réalité, oui. Le coût de la vie oui. est excessif, oui. Et depuis, les avancements sont bloqués. Oui. C'est ça, quand on fait ce rapport, ces salaires que vous venez de citer là, ne représentent pas grand-chose. Oui, d'après vous, ces salaires... C'est la triste réalité. Oui, ces salaires ne représentent pas grand-chose, mais quand je les compare... Par rapport au niveau de la vie. Quand je les compare aux pays qui ont le même niveau... Lesquels? Bon, c'est difficile de citer des pays sur un plateau sans créer d'incidents diplomatiques. Mais renseignez-vous, vous êtes journaliste, vous verrez bien que les salaires qui sont servis dans les pays qui nous entourent là, c'est des salaires qui sont largement inférieurs à ça. Maintenant, attendez, non. Pas le même Parce niveau de vie que celle de la Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Celui de la Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Oui. Ils n'ont pas le même niveau que celui de la Côte d'Ivoire. C'est un gros sujet, c'est un grand débat. Est-ce que vous allez débloquer les avancements? Non, je vous ai indiqué tout à l'heure. Les avancements, pour débloquer les avancements, calculés, je crois, en 2010, c'est 124 milliards. L'État n'a pas ces moyens-là, c'est ça? Voilà. Les impôts que les Ivoiriens payent
ne sont pas suffisants pour débloquer. Alors, si vous voulez, on augmente. Non, il y a un travail à faire au niveau si des vous impôts. voulez. Non, il ne s'agit pas d'augmenter Ah, forcément bon, les impôts. mais c'est ça. Mais en Côte d'Ivoire, je pense que l'impôt foncier aurait pu résoudre les problèmes, malheureusement. Le ministère de l'économie, oui, le jour ne fait pas ce qu'il y a à faire normalement dans ce domaine. Certainement. Peut-être qu'un jour, vous recevrez... La Côte d'Ivoire. Un jour, vous recevrez peut-être le directeur général des impôts, il va vous expliquer les efforts qu'ils font, certainement. Mais je suis sûr que le jour qu'on va demander à tous les Ivoiriens de payer l'impôt, vous m'inviterez ici pour dire encore, ah, le coût de la vie, pour une maison, on paye ceci. Mais je vous dis, les impôts que les Ivoiriens payent en ce moment sont utilisés à près de la moitié pour payer des salaires. Mais que l'État recherche les ressources ailleurs. Où? Je vous ai donné le cas des impôts fonciers. C'est une réalité. Oui, le cas on ne fait pas suffisamment de recouvrement à ce niveau. Oui, on ne fait pas de recouvrement, mais je suis sûr que c'est les Ivoiriens qui refusent de payer. Absolument. Vous êtes sûr que toutes les maisons, les terrains sont bien identifiés en Côte d'Ivoire? On n'a interdit personne d'aller payer son impôt. C'est libre. D'accord. La loi est libre. L'impôt foncier, c'est une loi. Ce n'est pas parce que les agents des impôts ne viennent pas chez vous qu'en tant que citoyen, vous n'allez pas payer vos impôts parce qu'on ne vient pas vous contrôler. Vous devez payer l'impôt sans qu'on vous contrôle. Donc, spontanément, délibérément, vous devez aller payer l'impôt. Le civisme fiscal a fait l'objet, je ne sais pas de combien d'émissions, de sensibilisation. Monsieur le ministre, ça c'est de la théorie. C'est de la théorie. C'est la théorie. Oui, il faut que le ministère trouve un autre moyen. Non, vous me parlez de civisme fiscal, sensibilisation, mais ça c'est de la théorie. Oui. Que le ministère de l'économie et des finances trouve un moyen de faire quoi? Pour emmener les Ivoiriens à payer les impôts. Ah oui. Puisque vous parlez de loi, c'est justement cela, de cela qu'il s'agit. Il faut qu'on les amène. Bien sûr. Puisque vous les invitez à payer, ils ne viennent pas. Alors il faut rester là les bras croisés. Mais on va y arriver. Ben voilà. C'est ce que je voulais vous entendre dire. L'État ivoirien peut trouver les ressources ailleurs pour augmenter les salaires des fonctionnaires et débloquer aussi les avancements. On va y arriver. On va y arriver. Je suis persuadé que tout est équilibre de la vie. Tout est équilibre de la vie. On va prendre votre impôt pour augmenter votre salaire. Il n'y a vraiment pas de souci. On l'a compris, vous l'avez annoncé au début. Non. Alors, la modernisation... Je dit que j'allais en parler pendant 90 Alors, la modernisation quand on dit l'État, personne ne sait ce que c'est que l'État. L'État, c'est nos impôts. Bien sûr. Voilà. La modernisation et l'informatisation, socle de la réforme. Les deux font un. L'informatisation permettant la modernisation, mais aussi la moralisation. À prendre aussi en compte la question de l'éthique pour donner satisfaction aux trois entités identifiées au départ, à savoir les 156 000 fonctionnaires, l'État pour qui l'on travaille et aussi les populations. Le processus de moralisation de l'administration publique est en marche. Les habitudes étant difficiles à changer, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative est obligé de descendre dans l'arène. Depuis janvier 2013, Gnamien Konan rencontre les jeudis les usagers de ces services pour comprendre leurs difficultés, pour y apporter des solutions. Le reportage de Léon Brou. Le ministre Gnamien Konan face aux usagers des services du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Chacun lui explique les difficultés dans le traitement de son dossier, pièce justificative à l'appui. Il y a une erreur en ce qui concerne mon grade, parce que selon le reclassement, il est dit que les éducateurs spécialisés deviennent automatiquement des inspecteurs en éducation spécialisée de grade A4. Or, sur l'arrêté qui est produit sur le portail informatique de la fonction publique, il est marqué sur mon arrêté A3. Des réponses sont trouvées sur place. À défaut, le ministre accorde un rendez-vous aux concernés pour étudier à fond leurs préoccupations. Cette ambiance prévaut chaque jeudi. C'est le moyen pour le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative de comprendre pour corriger les dysfonctionnements de ces services. Je suis venu voir monsieur le ministre pour un papier que je dois donner à la banque. Ça s'appelle le trop perçu. Sans ce papier, on ne me donne pas l'argent qui se trouve dans la banque. Je suis très satisfaite parce que sans ça, depuis là je suis là. Je ne savais pas comment faire pour rentrer en possession de cet argent. Honnêtement, je suis très surprise et très joyeuse de la résolution rapide du dossier.
Et je tiens particulièrement à féliciter le ministre d'avoir initié ce cadre de concertation et d'échange. Ces échanges entre le ministre de la fonction publique et les usagers de ces services ont démarré le 31 janvier 2013. Ils s'inscrivent dans le cadre de la moralisation de l'administration publique. Les problèmes soulevés portent le plus souvent sur la corruption, la lourdeur ou la lenteur administrative. Cissé Sendou, face au ministre Niamia pour voir comment rompre avec les mauvaises habitudes dans notre administration, fraude, corruption et autres. Bonsoir Cissé. Bonsoir. Avant votre question, monsieur le ministre, vous avez engagé des contrôles des diplômes et des arrêtés d'admission. Quelles sont les motivations et pour quels résultats? C'est toujours la loi. Je vous ai dit que pour entrer à la fonction publique, il faut passer un concours et être déclaré admis. Si vous n'êtes pas passé par cette voie-là, que vous avez utilisé des méthodes frauduleuses, vous avez payé des gens et vous êtes fait inscrire dans le fichier de la fonction publique pour avoir un salaire, eh bien, les contrôles-là servent à vous repérer et à vous extraire du fichier de la fonction publique. C'est aussi simple que ça. Comment? On les extrait simplement. Oui, mais sans préjudice des autres poursuites. Hein? D'accord. Pour le moment, on va les sortir, ça sera déjà ça. Notre but, ce n'est pas de brimer les gens ni les emprisonner. Hein? Notre but, c'est de rectifier, de normaliser les choses. On va vous sortir et vous allez passer, on va envoyer votre dossier sur l'agence judiciaire du Trésor. Et puis, ce que vous avez perçu indûment, ben, vous allez rembourser, vous allez aller à la justice et vous allez rembourser. Mais le but, ce n'est pas de mettre les gens en prison. C'est d'assainir le fichier de la fonction publique pour que les ressources de l'État soient utilisées à bon escient. Pas pour payer des gens qui ne travaillent pas, mais pour faire des routes, pour construire des écoles, etc. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Le 21 février, lors de l'une de vos interventions, justement dans la mer courante, vous avez vous-même personnellement traité le dossier d'un fraudeur qui a été reconnu, finalement fraudeur, et il a été arrêté. Est-ce pour cette raison que vous venez d'expliquer qu'il a été quelques jours après libéré? Non, on l'a pas, parce qu'il fallait d'abord instruire le dossier. Il n'était pas seul. On l'avait pris, mais sur une liste où ils étaient nombreux. Donc on s'est dit, pour les nécessités de l'enquête, si on le maintient là-bas, on ne va pas mettre la main sur les autres facilement. Donc on a fait notre enquête. Après, on va les remettre les mains de la justice. Il n'y a pas de souci. Vous êtes sûr de pouvoir les retrouver? Mais bien sûr. C'est les Ivoiriens. On va confier l'affaire à la police, ils vont les retrouver. Mais déjà, on les aura sortis, hein, ou on les aura mis hors d'état de nuit. C'est déjà ça. Je sais que beaucoup de personnes reconnues, épinglées par cette procédure, sont allées jusqu'à l'obtention de matricules. Il y en a qui ont été affectés, qui sont en service, qui n'attendent que leur appel. On ne peut pas atteindre cette étape, ces étapes-là sans complicité interne, monsieur le ministre. Mais bien sûr. Est-ce que vous avez identifié les complices internes de ces fraudeurs? Quelques-uns. Quel est le sort qui les attend? Mais ils vont passer devant le conseil des disciplines d'abord. Ils risquent la radiation des effectifs de la fonction publique, sans préjudice des mesures pénales qui les attendent. Ouais. Vous l'avez dit, hein, déjà, le recensement et l'autre opération d'identification ont permis de détecter au moins 2000 fonctionnaires fictifs. Est-ce que vous allez rechercher les personnes cachées derrière ces fonctionnaires fictifs qui bénéficiaient certainement de leur salaire? C'est une affaire qui remonte depuis longtemps. Hein. Quand on va rechercher ceux-là, souvent on se rend compte que c'est des gens qui sont rentrés à la fonction publique il y a 10 ans, il y a 20 ans. On les a sortis. Et leur sort sera confié à l'agent judiciaire du Trésor pour récupérer l'argent qu'ils ont perçu indûment. Et puis s'ils n'arrivent pas... je suis... Je n'ai pas à être sûr. Je vais transmettre le dossier à l'agent judiciaire du Trésor. Monsieur le ministre, nous l'avons constaté sur le terrain, effectivement, l'informatisation des procédures a réduit le racket et les autres tracasseries dont souffraient les usagers.
Mais il se trouve que les mêmes usagers se plaignent de certaines lourdeurs liées à la centralisation des procédures et au fait que les équipes techniques qui travaillent sur ce système ne sont pas encore suffisamment outillées. Donc on retombe dans les mêmes lourdeurs qui ouvrent la porte au fléau du passé. Non, on n'est pas en train de retomber dans les mêmes lourdeurs. On est en train de passer d'un système qui a vécu à un nouveau système plus moderne. Cette phase-là est une phase délicate qui peut entraîner quelques lourdeurs. Et quand tout sera en place, parce qu'il faut dire que la fonction publique, le ministère n'est pas le seul à intervenir dans la procédure. Il y a des services du ministère des Finances, je vais parler notamment du contrôle financier, je vais parler notamment de la SOL, je vais parler d'autres services qui interviennent dans la procédure. Et il faut amener tous ces services à accepter l'outil informatique comme seul moyen de traitement des dossiers. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de passer de l'ancien système manuel. Les gens, ils ont leurs prérogatives. Quand ils ne voient pas du papier, ils pensent que ce n'est pas vrai. Alors que le papier qu'on leur montre sort du système et ils peuvent l'afficher, mais ils exigent du papier. Et ça prend du temps. C'est ce qui donne l'impression que bon, c'est le même timing, on a les mêmes lourdeurs, mais tout ça va se mettre en place progressivement. Et vous allez voir que ça va se passer, mais très rapidement. Dans certains services qui ne sont pas encore totalement touchés par l'informatisation, quelqu'un l'a dit, les vieilles habitudes ont la peau dure, on constate encore certaines habitudes anciennes où les travailleurs viennent au travail, viennent au bureau, ils passent plus de temps sur Internet ou en train de jouer que de traiter les dossiers, et ça fait traîner certains dossiers. Et vous nous avez promis de demander aux chefs de service d'adresser des demandes d'explication aux personnes qui seraient dans cette situation. Est-ce que cette mesure a eu un suivi? Mais comme je vous dis, tout ça, c'est dû au fait que la charge de travail dans certains services n'est pas suffisante pour l'effectif que ces services ont. Bon, c'est pour ça que nous faisons l'identification. Mais qu'un agent laisse un dossier pour faire autre chose, pour jouer sur Internet ou pour jouer un jeu électronique, ça, on n'a pas besoin de faire, de communiquer, le ministre n'a pas besoin de se déplacer pour que le chef de service fasse son travail. Parfois, c'est pour cela, d'ailleurs, que dans les changements dont vous parlez, dans les réformes dont vous parlez, nous revenons à la notation des fonctionnaires. On a abandonné la notation des fonctionnaires. Et donc, ça crée de l'indiscipline et du laxisme. Nous allons revenir à la notation. Et maintenant que la notation va se faire via l'ordinateur, les choses seront simplifiées et il aura la mémoire pour tout ça. Cette notation devait se faire déjà fin 2012, déjà à partir de fin 2012. Oui. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, il faut former les DRH. On a mis du temps à nommer les DRH dans chaque administration. Il a fallu les nommer. Aujourd'hui, ils sont en formation. Nous leur avons donné un délai. Et bientôt, ce délai, on les rencontre régulièrement pour voir leurs difficultés. Certains n'arrivent pas à accéder à Internet, certains n'ont pas d'ordinateur. On règle le problème au fur et à mesure, mais la volonté existe d'y arriver. Nous espérons que pour l'année 2013, tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire seront notés pour une première fois depuis très longtemps. Et c'est ça qui va nous permettre de faire le reclassement que les fonctionnaires attendent. Ces notes-là. Les promotions. Voilà, les promotions, etc. Donc voilà. En 2012, vous avez exprimé aussi votre volonté d'instaurer un code d'éthique, une charte d'éthique et un code déontologique. À quel niveau se trouve ce dossier? Alors, le gouvernement a choisi de faire de ce code de déontologie et de cette charte une loi. Ces deux instruments ont été adoptés en Conseil des ministres et doivent être programmés par le Parlement pour qu'on aille devant les députés pour défendre cette loi et la faire voter. C'est à ce niveau qu'il se trouve. On peut revenir sur certains aspects de ce code et de cette charte. Vous avez l'intention de demander par exemple aux fonctionnaires de déclarer leur patrimoine et de s'engager à ne pas parler de politique
dans les bureaux. Est-ce réaliste? Est-ce réaliste de ne pas... De demander à l'ensemble des fonctionnaires de Côte d'Ivoire... Mais on demande bon, de plusieurs façons, pour ne pas dire de plusieurs manières, on demande aux fonctionnaires de Côte d'Ivoire une seule chose, qu'ils fassent le travail pour lequel l'État les paye, et pas autre chose. La fonction publique est au service de tous les Ivoiriens. Ce n'est pas nécessaire de venir au bureau, de parler de questions partisanes, des choses qui peuvent diviser les Ivoiriens. C'est ce qu'on veut éviter. Aujourd'hui, les lourdeurs dont j'ai parlé sont dus à cela. Il y a certains fonctionnaires qui, parce qu'ils ne sont pas du même bord politique que les dirigeants, préfèrent boycotter le travail. C'est pourquoi j'ai demandé s'il y a eu des demandes d'explication. Ben, j'espère qu'il y a des demandes d'explication. Vous en avez reçu? Non, pas encore. Est-ce qu'elles vous ont été remontées? Non, mais évidemment, vous me parlez de choses dont je n'ai pas les preuves. Mais je pense qu'un responsable, s'il est vraiment responsable, qu'il voit un de ses collaborateurs, un de ses agents faire un travail pour lequel il n'est pas payé, à savoir parler de politique au bureau, cet agent doit être sanctionné. Ça, on n'a même pas besoin d'avoir une charte d'éthique ou un code de déontologie pour le faire. Vous n'avez pas répondu à la question sur la déclaration des biens. Ça a été applaudi par la population. Mais vous pensez que à la déclaration des biens, oui, c'est une mesure qui a été applaudie, dont l'annonce a été applaudie par la population applaudit? Oui. Ah ouais, je m'en réjouis. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est possible? qu'un fonctionnaire déclare ses biens. Est-ce que c'est possible? Oui. Mais c'est possible. Aujourd'hui, vous parlez de 156 000. Oui. Ce sera un peu plus. Oui. C'est possible. C'est pas... Non, c'est les responsables. C'est pas juste un effet d'annonce. C'est les responsables qui doivent déclarer leurs biens. Pas des 156 000 agents qui doivent déclarer les biens. C'est impossible. Vous êtes prêt vous-même à déclarer vos biens devant la nation? Mais bien entendu. Bien entendu. Avant, avant même que je sois ministre de la fonction publique, je l'ai plusieurs fois revendiqué. J'ai dit ici même dans cette salle, je crois, si ce n'est pas cette salle, c'est la salle d'à côté, que je permets à n'importe lequel des responsables de ce pays de faire toutes les banques, s'ils trouvent un compte en dehors de la... Bon, il va me dire que je fais encore la publicité. Voilà. Mais ne citez pas la banque. Sinon on vous fait parvenir la facture. J'ai dit ici, voilà, si vous me posez la question, quels sont vos biens sur ce plateau, je vais vous dire. Ben, ce n'est pas le but de l'émission, mais moi, je n'ai jamais rien caché. Avant que vous ne continuiez, Monsieur le ministre, la corruption se vit presque à tous les niveaux de l'administration, mais je voudrais soulever le cas précis d'achat des notes de service autorisant les mises à disposition. Les fonctionnaires se bousculent justement aux portes des régies financières. Ça. Ne me demandez surtout pas de preuves. Oui, parce que si vous me demandez des preuves, je vais vous dire d'ouvrir les yeux. Dans votre ministère, vous allez certainement découvrir cela. C'est du faux. C'est du faux. J'ai appris cette histoire qu'il y a des personnes à l'extérieur qui abordent des naïfs, qui abusent de leur naïveté, qui disent « Donnez-moi tel montant, je vais vous affecter aux finances. » Bon. Normalement, tant que les finances ne nous ont pas exprimé des besoins, nous n'affectons pas. Donc si la personne arrive aux finances, alors que les services des finances eux-mêmes n'ont pas demandé de personnel, ils n'ont qu'à refuser. C'est aussi simple que ça. Comment quelqu'un peut arriver aux finances sans que les finances, puisque nous travaillons sur la base des besoins exprimés, que quelqu'un arrive aux finances sans que les finances aient demandé un fonctionnaire de ce profil. Monsieur le ministre, vous parlez de gens de l'extérieur, mais ça peut être un réseau qui part de votre ministère jusqu'aux finances. Pourquoi pas? C'est pour faire quoi? Après, on tombe dans le fantôme, c'est pour faire quoi? La personne arrive aux finances, quelle que soit la signature qui l'accompagne aux finances, les finances n'ont qu'à répondre, et c'est ce que j'ai dit, qu'on n'a jamais demandé un tel argent. C'est pour ça d'ailleurs, quand on fait l'identification, on se retrouve avec des personnes qui sont à la disposition des DAF ou des DRH dans les ministères, mais qui n'ont pas d'affectation. Il va falloir que ces personnes justifient d'abord qu'elles ont été régulièrement admises à un concours de la fonction publique et qu'elles ont un poste de travail. Voilà le travail qu'on est en train de faire. Donc, de toute façon, vous me ramenez des choses,
contre lesquels nous sommes en train de nous battre. Évidemment, nous sommes conscients de ça. C'est pour ça que nous faisons le SIGFAE. C'est parce que ça existe. Hein. Si vous en parlez, c'est que ça existe. Il n'y a pas de fumée sans feu si vous en parlez. Peut-être vous-même, vous avez été approché. Pas du tout. Voilà. Monsieur, moi, nous avons parce que moi j'ai vécu ça. J'ai un de mes jeunes que je connais à Yamoussoukro et qui attend à chaque fois, quand je suis absent, il met une table dans la maison et puis, il amène les chefs de village de la région pour dire, écoutez, je suis chez le ministre de la fonction publique, ça coûte ça pour aller à l'ENA. Ils n'ont qu'à regarder l'aspect de ce jeune-là. Il a besoin lui aussi d'aller à l'ENA. Il faut être un peu sérieux. Lui-même, il n'a pas envie d'aller à l'ENA. Alors, la dernière question. Oui, monsieur le ministre, on vous accuse d'être actif dans ces opérations qui aboutissent à des radiations de fonctionnaires seulement pour pouvoir insérer vos proches, ou bien les proches de certains de vos collègues du gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez? Notamment au niveau du recrutement des contractuels. On dit que vous recrutez beaucoup de contractuels. Ça, c'est des rumeurs. Je vous ai dit, depuis que je suis là, en dehors des recrutements des 4000 médecins et agents de santé et des enseignants, nous avons organisé un seul concours pour recruter 200 informaticiens. Après, on peut dire tout ce qu'on veut parce qu'on n'est pas content de voir qu'on n'organise plus les 300 à 400 concours annuels. C'est transparent. Nous ne pouvons pas recruter de contractuels. Nous ne pouvons pas recruter de contractuels. En tout cas, pas dans le nombre. Alors, les textes de la fonction publique permettent à un ministère de recruter en cas de besoin au maximum 4 spécialistes qui lui font défaut sur contrat. 2 au cabinet, 2 à l'intérieur de son cabinet. C'est tout. Tout le reste, c'est des rumeurs, des fantasmes. Ça n'existe pas. Moi, j'attends la preuve que la fonction publique a recruté des contractuels. Ça n'existe pas. Alors, monsieur le ministre, on va prendre une dernière question. Je ne sais pas si c'est une question. Oui, d'un internaute, Karidia Kone. Il y a un autre qui a gardé l'anonymat. J'ai peur du futur car la corruption est aiguë dans mon pays. Monsieur le ministre, pourquoi devrait-on vous faire confiance? Voilà la question. Pourquoi on doit me faire confiance? Oui. Mais la confiance, pour la corruption. Mais la confiance, ça se mérite. On ne décrète pas la confiance. Moi, je travaille. Je ne suis pas un inconnu de l'administration ivoirienne. Je suis rentré de l'administration publique depuis 1982. En 1994, j'ai été nommé sous-directeur de l'informatique des douanes. Depuis 1994, j'ai passé l'essentiel de mon temps à combattre la corruption et la fraude. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse confiance. Moi, j'ai besoin de travailler. J'ai besoin qu'on me laisse travailler. J'ai besoin d'avoir des résultats. J'ai besoin de servir mon pays. Mais c'est tout. Pourquoi vous voulez que les gens me fassent confiance? C'est pas moi qui veux, c'est l'internaute qui demande. Non, moi, ça ne me préoccupe pas qu'on me fasse confiance ou pas. J'ai besoin de produire des résultats. Et c'est ça le moteur de ma vie. Produire des résultats pour mon pays. Je n'ai pas besoin de la confiance. En prenant des décisions. En prenant des décisions, en appliquant les textes, en appliquant la loi, en faisant en sorte que tous les Ivoiriens appliquent les lois qui sont votées au Parlement. C'est ça qui est l'essentiel pour moi. Si je le fais, je suis content, même si on ne me fait pas confiance. Des décisions pour mettre hors d'état de nuire les indélicats, mais aussi des mesures en vue pour rendre l'administration ivoirienne fiable, efficace, qui respecte les normes internationales, parce que débarrassée d'incompétence, de fraude et de corruption, le tout pour la satisfaction des fonctionnaires de l'État et des populations. Monsieur le ministre, nous sommes au thème de cette émission. Que retenir de votre passage? Moi, je voudrais que les Ivoiriens retiennent que le président de la République s'est engagé à créer des emplois pour les Ivoiriens. Mais que la fonction publique, qui est déjà, à mon avis, pléthorique, selon les indicateurs que je vous ai donnés, ne peut pas régler le problème. Je vous ai dit qu'il y avait environ 145 000 personnes aujourd'hui qui émargeaient
au trésor comme des fonctionnaires. À supposer même qu'on multiplie ce nombre par 2, on n'aurait toujours pas réglé le problème de l'emploi en Côte d'Ivoire. Et cependant, si on multiplie le chiffre par 2, ça veut dire que l'État va utiliser la totalité de ses ressources pour payer des salaires, ce qui remettra en cause complètement le développement. Or, pour développer, il faut qu'il y ait des infrastructures dites économiques. Il faut qu'il y ait les investisseurs ne viendront que lorsque on aura des routes. Le téléphone va marcher, on aura l'eau potable, l'électricité. Le travail que nous faisons consiste à donner les moyens à l'État de faire cela qui fait partie de ses charges et de ses responsabilités. Faire des routes, l'électricité, l'eau potable, etc., des écoles, des hôpitaux, je ne peux pas les citer. Des infrastructures voilà. de base. Donc le travail que nous faisons, ce n'est pas contre les Ivoiriens. Ce n'est pas contre les jeunes. On fait ce travail pour que l'État ait les moyens de créer les conditions du développement des entreprises. Et c'est le secteur privé, lorsque ces conditions seront réunies, que le secteur privé va se développer et c'est le seul à même d'apporter une réponse, une vraie réponse à la question du chômage en Côte d'Ivoire. Et je voulais dire une dernière chose, je l'ai répété pendant toute l'émission, que les gens arrêtent de croire que l'État a un puits de pétrole ou a des ressources quelque part qu'il faut aller chercher, qui refuse d'aller prendre par méchanceté. Non, les ressources de l'État, ce sont les impôts payés par tous les Ivoiriens. Et l'État a la responsabilité de bien gérer ces ressources, parce que ce n'est pas ces ressources qui ne lui appartiennent pas. C'est les Ivoiriens qui confient ces ressources à l'État. L'État ne peut pas utiliser ça pour payer les salaires ou pour entretenir la vie de 2 millions de personnes, alors que nous sommes 20 millions à payer. Ça, c'est fondamental. Donc, le travail que nous faisons, contrairement à ce que les jeunes pensent, ce n'est pas pour les empêcher de trouver du travail. Bien au contraire, c'est pour que l'État ait les moyens de créer les conditions du développement économique et du développement des entreprises pour apporter de vraies solutions à l'emploi, au problème de l'emploi. L'équipe de production de RTI1 reçoit, conduite par ma mairie Diomandé, se joint à moi pour vous dire merci, monsieur le ministre. C'est moi. Remerciements aux confrères qui nous ont accompagnés, Paul Philippe de Radio Côte d'Ivoire, Landry Pono de RTI1 et Cissé Sendou du quotidien Nord-Sud. Bonsoir chez vous. Ciel.